Bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement à l'IRSTEA Nogent-sur-Vernusson en tant qu'ingénieur de recherche. Et mes thématiques concernent l'influence de la gestion forestière sur la biodiversité avec une approche des indicateurs de biodiversité. Alors je ne vous cache pas que, sans vouloir dévoiler ce que je vais vous raconter aujourd'hui, que vous allez peut-être, vous, forestier Prosilva, être un petit peu déçu par ce que présente la bibliographie scientifique sur l'influence de la gestion en futée irrégulière sur la biodiversité. Mais je vous laisserai juger par vous-même. Donc la commande aujourd'hui pour moi était de savoir ce qu'on savait à l'heure actuelle de l'influence de la gestion en futée irrégulière sur la biodiversité forestière. Et donc je me suis attelé à faire une forme d'état des lieux de la recherche en Europe, sachant que ce ne sont pas mes travaux, ce sont des travaux que j'ai trouvés dans la biblio scientifique et que je vais vous présenter par la suite. Alors avant de se lancer vraiment dans le fond du sujet, quelques définitions, mais vous savez tout ça très bien. Tout d'abord de gestion forestière. Qu'est-ce qu'on entend par gestion forestière? C'est un ensemble planifié d'opérations d'aménagement de la forêt qui vise à son utilisation par l'homme. Et vous savez, on a parlé beaucoup de multifonctionnalité ce matin, que ça associe, en tout cas en France, les fonctions de production, de protection et d'accueil du public. Pour la biodiversité, la définition de la Convention sur la diversité biologique en 92 nous dit que la biodiversité, c'est la diversité des organismes vivants à différents niveaux, notamment au niveau génétique, au niveau des espèces, qui est celui sur lequel je travaille de manière préférentielle, et puis au niveau des écosystèmes, et ici je l'ai illustré avec différents types forestiers. Donc, une fois dit ça, on se rend compte que pour mesurer la biodiversité, on a des réponses multiples et qui dépendent d'une part, donc ce que j'ai mis là sur votre droite, je pense, différents niveaux d'organisation du vivant que j'ai déjà mentionnés, et qui se répartissent à différentes échelles spatiales, depuis l'individu, donc une personne, un animal, un végétal, en passant par la communauté, la population et le paysage. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on va regarder la bibliographie en général sur l'influence de la gestion forestière sur la biodiversité, et en particulier sur le mode de gestion irrégulier, eh bien, il faut bien savoir de quoi on parle en termes de biodiversité et qu'est-ce qui a été mesuré et par quelle métrique. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel niveau. Et donc, comment ça se passe? Au niveau de l'individu et au niveau génétique, ici, on a différentes façons de mesurer. Ici, ce sont différents clones de peupliers qui ont une résistance différentielle au Marcelina. Au niveau des communautés, eh bien, les réponses que l'on va pouvoir étudier, elles vont dépendre du groupe taxonomique qui va être étudié, que ce soit des plantes vasculaires ou que ce soit des chauves-souris, ce n'est pas exactement la même chose. Et bien entendu, tout ça dans des contextes paysagers qui varient et pour lesquels les réponses peuvent également varier. Et pour clarifier un petit peu cette double échelle, ce diagramme, je vous propose une forme de petit exercice. J'ai mis on va dire des coléoptères saproxyliques, des longicornes, sur deux arbres, un feuillu et un résineux. Et on va s'amuser à compter à illustrer les différentes métriques de biodiversité qu'on peut utiliser. Donc la première, la plus intuitive, on va dire, c'est l'abondance, c'est-à-dire le nombre d'individus par unité de mesure. Et donc ici, on a 9 sur feuillu et 8 sur résineux. Ensuite, on a la richesse locale, qui s'appelle aussi la richesse alpha, et qui est le nombre d'espèces par unité de mesure. Et donc ici, on a 3 espèces sur le feuillu et 5 sur le résineux. À un niveau supérieur, on a une richesse qui s'appelle, intermédiaire, on va dire, on a une richesse qui s'appelle la richesse bêta, qui est le taux de remplacement, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes entre deux unités de mesure données. Et ici, c'est seulement les coléoptères bleus et orange. Et enfin, à un niveau global, on a une richesse qui s'appelle gamma et qui concerne l'ensemble des espèces sur l'ensemble du système étudié. Et donc ici, si on prend notre feuillu, notre résineux, on a 5 espèces. Et suivant qu'on va regarder une de ces composantes de la biodiversité à une échelle donnée, et ben on va avoir des résultats différents. Et c'est toute la problématique de connaître l'influence d'un mode de traitement sylvicole sur la biodiversité. Alors dans le cas de la sylviculture irrégulière, et ça vous le savez également très bien, on a des variations temporelles et spatiales et une manière d'étudier l'influence du mode de traitement sur la biodiversité et de faire des comparaisons, et en l'occurrence des comparaisons avec la futée régulière. Et donc vous voyez très bien que dans ces modes de variation temporelle et spatiale, on a
des structures forestières qui vont varier en fonction du temps en futée régulière, alors qu'en futée irrégulière, c'est peut-être moins marqué. À l'échelle spatiale, entre des futées donc régulières et irrégulières, on a un gradient d'hétérogénéité qui se matérialise, avec sur la gauche donc des grains qui sont plus gros, et enfin sur ma gauche, sur la droite sans doute, des grains qui sont plus gros jusqu'à des grains plus fins en sylviculture irrégulière. Et ça traduit donc différents types de gradients. La taille des tâches et notamment l'âge, qui est défini par leur âge, va diminuer, alors que l'hétérogénéité structurale locale de la structure va avoir tendance à augmenter. L'autre couple de gradients, c'est que l'exploitation représentant une forme de perturbation du système, on a une intensité de perturbation qui va diminuer avec le grain, avec l'hétérogénéité, et une continuité d'habitat en fonction du temps et de l'espace qui va augmenter. Donc une fois dit tout ça, on peut replacer l'influence de cette hétérogénéité, enfin l'influence sur la biodiversité de cette hétérogénéité. Et là, il va y avoir une petite précision sémantique quand on se place à l'international, qui est que, donc si on compare les deux types, dans le régulier, on a les formes d'exploitation qui concernent la coupe rase, c'est-à-dire sans intervention sylvicole avant la coupe finale, et suivant qui diffère, donc dont l'influence sur la biodiversité diffère en fonction de la taille de la coupe rase. Et dans le traitement, on va dire, à couvert continu, ce qui est appelé depuis ce matin irrégulier, en fait, à l'international, notamment les anglo-saxons, considèrent la futée régulière, du fait que la régénération est acquise au moment de la coupe finale, est une sylviculture aussi à couvert continu, on ne perd pas l'état forestier. Donc c'est juste un petit point pour se replacer à l'échelle internationale. Et donc, quelle est l'influence de ces deux types de ces deux modes de gestion sur la biodiversité? Bon, on a une croissance de la biodiversité dans les systèmes à coupe rase avec la diminution de l'échelle de la coupe, et cette croissance, ces niveaux sont plus hauts si on a des mesures de rétention en faveur de la biodiversité, notamment de rétention de bouquets d'arbres dans les coupes. Quand on passe dans une sylviculture à couvert continu, au sens où je vous l'ai défini avant, on a une inflexion, et la trajectoire ensuite de la relation hétérogénéité-biodiversité est soumise à question. Donc on a trois modes de gestion, les coupes progressives, donc en l'occurrence c'est la futée régulière ici, et puis de la futée irrégulière, soit par parquet et par bouquet, soit arbre par arbre, sélection pied à pied. Et donc là, la question de savoir comment la biodiversité réagit et quelle biodiversité réagit en fonction de ces différents types d'hétérogénéité se pose. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'idée de cette approche, c'est de comparer futée régulière et irrégulière, et pour ça, on va faire des hypothèses de travail. Le système régulier, donc je vous en ai parlé tout à l'heure de ce type de diversité, dans le système régulier, du fait des grains différents et des tailles différentes de coupe, on fait l'hypothèse que le taux de remplacement, donc la diversité bêta, va être plus fort dans ces zones-là que dans l'irrégulier, et que la diversité globale, donc la diversité gamma, va être également plus forte. Par contre, dans le système irrégulier, c'est plutôt la diversité locale qui devrait être favorisée. Et bien sûr, ces effets-là, ils vont varier en fonction des groupes taxonomiques constitués. Donc, en faisant des recherches pour cette présentation, je me suis arrêté sur deux études qui m'ont paru intéressantes. La première était une synthèse bibliographique qui comparait futée régulière et irrégulière, et ça m'arrangeait bien, puisque je n'avais pas à faire le travail, et donc qui a été publiée en 2018. Et le deuxième cas, c'est une étude de cas qui se passe en Allemagne, dans des forêts de hêtres, et qui me paraît exemplaire par rapport à ce qu'on pourrait faire en termes d'études des différences entre futée régulière et irrégulière. Donc, ce qui est intéressant dans les deux papiers, c'est que la synthèse bibliographique, elle fait l'état d'un corpus de connaissances, et que du coup, ça solidifie ce qu'on sait sur ces comparaisons entre futée régulière et irrégulière. Et l'étude de cas, ça donne une idée qui se rapproche de ce qu'on connaît. Donc, sur la synthèse bibliographique, le premier résultat, c'est que quand on recherche des comparaisons de biodiversité et de fonctions et de structures en comparaison entre futée régulière et irrégulière, ben finalement, si on a des critères un peu sévères, on trouve que 99 études qui traitent du sujet. Je vous rappelle qu'il y a 8000 études scientifiques qui sont publiées par semaine, donc 99, ça ne fait pas beaucoup sur une période de plus de 20 ans.
Et ce que font ces auteurs-là, donc c'est des Canadiens qui travaillent au niveau mondial, ils vont compter les études qui montrent un effet positif d'un mode de traitement, négatif de l'autre éventuellement, ou pas, ou un mode de traitement qui n'est pas conclusif, qui n'est pas équivoque. Et donc, voilà, qui n'est pas équivoque. Je vous montrerai les résultats de suite après. Pour l'aspect biodiversité, ils ont réussi à traiter 6 groupes, compris dans ces 99 études. Donc, sur ces 99 études, seulement 17 se situent en Europe, et seulement 62, donc les 2 tiers, concernent la biodiversité. Il y en a en France. Et donc en termes de résultats, ici la première colonne du tableau vous montre la composante de biodiversité qui est traitée, avec différents groupes, et donc sur lesquels on va avoir des réponses différentes. Et quel est le système, on va compter quel est le système qui améliore quelle composante de biodiversité. Et donc on a des résultats pour le régulier, pour l'irrégulier, et des résultats qui sont équivoques, donc qui ne font pas de différence entre les 2 modes de traitement. Et donc ce qu'on constate, c'est que finalement, la majorité des études qui vont traiter de cette comparaison de manière robuste, on va dire, sont équivoques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les 2 modes de traitement. Et par ailleurs, celles qui font une différence, finalement, on a assez peu au total, quand on prend l'ensemble des études sur la biodiversité, de différence de traitement, de différence entre les 2 types de traitement. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a 70% de résultats qui sont équivoques, et puis pas de tendance générale qui va se dégager au niveau des groupes taxonomiques. Donc en fait, ce qu'on peut retenir malgré tout, c'est que peu d'études traitent proprement du sujet. C'est que finalement, la biodiversité, elle n'est pas forcément supérieure dans une forme de traitement ou dans l'autre, au niveau mondial, et je n'ai pas fait la synthèse au niveau européen, parce que du coup, ça aurait fait des nombres d'études très, très faibles, et que la majorité des résultats sont équivoques. Donc, une fois dit ça, on peut aller voir ce qui a été fait récemment en Allemagne, et qui concerne un dispositif expérimental relativement remarquable qui s'appelle le Biodiversity Exploratories, et qui comprend 3 régions d'Allemagne qui sont figurées ici, dans lesquelles il y a un différentiel d'études avec des placettes plus ou moins intensivement décrites. Et là, en l'occurrence, l'étude se repose sur des placettes de 1 hectare, dans lesquelles il y a pas mal de choses mesurées, notamment des indices de végétation, de bois mort, de structures forestières et des indices de sol. En tout, ils ont 43 de ces placettes de 1 hectare, dans du hêtre, avec 17 en traitement régulier, un âge moyen de 120 à 140 ans, mais qui comprend tous les stades de la futée régulière, 13 placettes en futée irrégulière, avec plus de 140 ans de sylviculture sous ce mode de traitement, et puis aussi 13 forêts non exploitées de manière assez récente, avec 20 à 70 ans d'arrêt d'exploitation, et j'en parlerai pas par la suite. Il y a des groupes qui sont apparus, excusez-moi, c'est un problème d'animation. L'intérêt de cette étude de cas, c'est qu'ils ont une large emprise taxonomique, avec 2 groupes bactériens, déterminés à partir de leur ADN ou de leur ARN, et puis 13 groupes taxonomiques, qui sont plus ou moins figurés ici, il n'y en a pas 13 si vous faites attention, mais en tout cas, de la flore, des végétaux, une grande majorité d'insectes, et puis quelques animaux et champignons. Donc en termes de résultats, j'ai essayé de présenter les résultats de la même manière que précédemment, avec cette fois différentes composantes de la richesse à différents niveaux, alpha, bêta et gamma, et à nouveau, quel est le système qui améliore la composante de biodiversité évaluée. Et ce qu'on constate, donc là, les chiffres qui sont en dehors des parenthèses sont pour la richesse totale, et les chiffres entre parenthèses sont pour la richesse des espèces typiquement forestières. Donc une nouvelle fois, ce qu'on constate, c'est qu'on a une majorité des taxons et pour une majorité des échelles des résultats qui sont équivoques. Par contre, on a une légère tendance, enfin une tendance non, qui n'est pas légère, qui est avec une diversité supérieure dans les traitements réguliers, notamment pour la diversité gamma. Comment ça se manifeste en termes de groupe taxonomique? Pour le régulier, à l'échelle locale alpha, donc on a les opinions qui sont favorisés, alors que dans l'irrégulier, c'est les oiseaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qui est dit généralement dans la bibliographie. Au niveau bêta, on a la flore vasculaire, les lichens, les oiseaux, les hyménoptères et les arachnides qui sont favorisés, alors qu'aucun groupe ne l'est dans l'irrégulier. Et au niveau gamma, à peu près les mêmes groupes, sauf qu'on n'a plus les oiseaux et les hyménoptères qui sont remplacés par les coléoptères saproxyliques, alors qu'un groupe bactérien est favorisé dans l'irrégulier.
Encore une fois, cette étude-là, elle ne montre pas de prépondérance d'un système sur l'autre en matière de biodiversité. Et on peut résumer ça en disant que la futée régulière, elle présente une hétérogénéité de conditions, notamment des larges plages ouvertes et des larges plages fermées, avec une perturbation locale qui est plutôt intense. Et la futée irrégulière présente l'avantage d'avoir une continuité d'habitat, et ça c'est notamment important pour les espèces qui y sont sensibles, avec des perturbations qui sont relativement faibles par rapport à la futée régulière, mais sur une surface qui est plus grande pour des conditions et des volumes d'exploitation qui sont les mêmes, qui sont équivalents. La grande difficulté de ces études, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que c'est difficile d'avoir une évaluation robuste dans le temps et dans l'espace des effets sur la biodiversité. Et en l'occurrence, je salue le travail de l'AFI qui fait un suivi depuis longtemps sur ces zones-là et qui devrait et qui serait exploitable en termes de biodiversité. Par ailleurs, il y a une nécessité de maintenir des zones en réserve, en zones non exploitées, parce que des niveaux de structure qui permettent à la biodiversité de persister, notamment à la biodiversité dépendante du bois mort, on ne va les trouver que dans ces zones où la gestion a été envolée. Alors, pour ménager la chèvre et le chou, il me semble qu'il ressort de ces études et de la bibliographie que ces systèmes sont complémentaires à des échelles spatiales et temporelles, avec certaines zones, donc là j'ai figuré une forêt en carré avec différentes parcelles de régénération, on appelle ça comme on veut, avec des zones qui vont être plus ou moins favorables à certains groupes taxonomiques, à l'échelle globale et à l'échelle locale, et la nécessité, dans ces forêts-là, de préserver des zones qui sont non exploitées et pour lesquelles le corpus bibliographique est important et solide en termes de maintien de la biodiversité dans ces zones-là. Alors, entre qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il me semble important de favoriser la biodiversité en prenant des mesures actives dans les zones exploitées. Et bien sûr, les gros baux, c'est bien, on a vu ça précédemment. Enfin, c'était pas si clair que ça, mais moi je trouve que les gros baux, c'est bien. Par contre, il ne faut pas oublier les vieux moches en zone exploitée qui vont faire le lien entre des zones en réserve et des îlots de sénescence et qui vont permettre aux espèces de se disperser et d'avoir une dynamique correcte et de préserver les populations. Et les vieux moches, ça veut dire aussi avec ce qu'on appelle des défauts, des nœuds, des cavités, des micro-habitats qu'on figure ici et qui sont le support d'une biodiversité remarquable et pour lequel, encore une fois, le corpus de connaissances est en accroissement et montre des effets positifs sur la biodiversité en général. En conclusion, je vais faire un petit peu de pub. On a des ouvrages et des outils de référence qui permettent de synthétiser les méthodes qui peuvent être mises en œuvre pour préserver la biodiversité dans la gestion forestière, et notamment le travail de l'Institut forestier européen sous le terme des approches intégratives, de l'intégration des problématiques de biodiversité dans la gestion forestière. Un petit peu d'autopromotion avec le livre qui vient d'être réédité, Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, publié chez Quae. Et puis bien sûr des outils qui permettent de faire des diagnostics des capacités d'accueil de la forêt pour la biodiversité, notamment l'indice de biodiversité potentielle. Ce n'est pas le seul, mais celui-là, il est très bien, et que je vous invite à utiliser pour établir des diagnostics et puis voir quelles sont les composantes que vous pouvez améliorer dans votre gestion en termes de biodiversité. Je vous remercie de votre attention.